J'arrive en fac d'histoire parce que je veux être à l'époque journaliste. Je voulais pas passer de concours. J'ai toujours refusé cette idée qu'on pouvait évaluer la valeur d'un individu sur un concours que tu passes en une journée. Et si par malheur, tu avais mal digéré ton petit-déj du matin, tu foires ta rédaction et c'est terminé, ça détermine toute ta vie. Moi, c'est quelque chose qui me convenait pas. En tout cas, j'ai pas voulu me soumettre à ça. Dès que j'arrive à l'université, j'ai une rencontre tout de suite avec l'enseignement, l'étude universitaire, avec la recherche quelque part, puisque la spécificité de l'étude de l'histoire en université en France, c'est que tu es tout de suite formé à la recherche. Très vite, je me dis, je vais faire de la recherche. J'aimerais ne pas quitter ces salles de classe pour y enseigner plus tard. Sauf qu'à l'époque, j'étais en histoire Sciences Po quand même déjà tout de suite, et moi je me voyais plutôt faire de la recherche en sciences politiques. C'était ce qui était dans la droite lignée de ce pourquoi j'étais là. Et l'histoire médiévale, c'est vraiment une rencontre avec un prof qui a été particulièrement éloquent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça, le rapport au verbe, il était encore pour moi très inconscient. Je savais que j'avais une forme d'aisance, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une forme de sensibilité aux mots et au langage. Et en fait, j'ai mis très longtemps avant de comprendre que ce qui me fascinait, c'était vraiment le verbe, la parole, la prise de parole. En fait, à cette époque-là, la rhétorique n'est pas du tout populaire comme discipline, absolument pas dans les médias et pas du tout à l'université. Quand j'arrive à Sciences Po pour faire ma thèse, je dis j'aimerais étudier les discours parlementaires et j'étais un peu fasciné par le Parlement et c'est encore aujourd'hui une arène, une enceinte que je trouve magnifique, merveilleuse. Et puis par la parole en public. Et je commence à faire de l'analyse de discours et à l'époque on me dit tout de suite tiens, il y a des logiciels qui comptent les mots pour faire de la lexicométrie. Et moi, ça me dit rien, je sens que c'est pas là où je veux aller. On me dit, sinon tu peux faire de l'analyse de contenu, tu peux essayer de codifier de quoi on parle dans les discours. Ce que j'ai fait un peu, mais je me disais, j'ai l'impression de manquer un truc. Et j'ai commencé, maladroitement, à repérer des métaphores, des figures du discours, des figures rythmiques, des arguments. J'ai élaboré une grille que j'ai bricolée, littéralement, avec les moyens du bord. Et je soutiens mon mémoire et on me dit, tiens, mais c'est intéressant ce que tu fais, c'est assez original, on voit pas souvent ça en sciences politiques, on le voit même pas du tout, ok. 1 an et demi passe, et au gré d'un séminaire avec plein de doctorants, je discute avec un jeune docteur qui venait de soutenir sa thèse, et je lui raconte comment moi je travaille. Et il me dit, mais Clément, c'est marrant, la grille que tu emploies, elle m'évoque une grille qui n'est jamais utilisée et pourtant elle est importante, c'est la grille d'analyse rhétorique. Il prononce le mot et le truc me frappe vraiment en plein cœur. Je me dis, mais en fait, c'est ça que je fais sans le savoir. C'est-à-dire que la rhétorique était tellement peu populaire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui, comme moi, était complètement en marge de ce qui était à la mode à l'époque, qui me dise, mais ça me rappelle un peu la rhétorique pour que ça me choque en me disant, mais oui, en fait, je fais depuis tout ce temps de la rhétorique sans le savoir. Et c'est à partir de là que j'ai lu à peu près tout ce qui s'était écrit et que, en effet, la rhétorique est devenue ma deuxième discipline.